bienvenue à ce topo donc, sur la naissance de la bourgeoisie, parce que bon, ce n'est pas les mobilisations qui nous empêchent aussi de discuter de choses bien plus théoriques en apparence, mais qui sous-tendent tout ce qu'on fait depuis ces dernières semaines, quelque part. Mais du coup, pour commencer, alors nous, en tant que communistes révolutionnaires, ou NPA révolutionnaires, on parle constamment de bourgeoisie, de classe ouvrière, que la seconde renversera la première, et que, ce faisant, le mode de production actuel, qui est le capitalisme, source constante donc de violence et de barbarie, disparaîtra pour laisser place au socialisme puis au communisme. Les contradictions du capitalisme sont flagrantes, alors, parce que la production de biens n'a jamais été autant répartie entre l'écrasante majorité de la population, donc la production est éminemment sociale aujourd'hui, alors que la propriété des moyens de production reste privée et ne bénéficie qu'à une infime minorité parasite, les capitalistes. Alors ce schéma correspond à la situation actuelle. Mais il est très important de noter que le mode de production capitaliste est très récent à l'échelle des sociétés. Plus exactement, il s'est imposé comme mode de production révolutionnaire à partir du XVIIe siècle, mais on en observe déjà les prémices au cœur du Moyen Âge, lorsque la bourgeoisie et les villes autonomes en parallèle apparaissent progressivement en Europe occidentale comme un nouveau corps social, isolé au milieu du féodalisme. Alors je vais revenir un peu plus tard sur ce que c'est que le féodalisme, mais voilà, gardez ça en tête. Parler du mode de production d'une société donnée pour expliquer ces transformations sociales est central. En tant que marxistes, nous affirmons que les rapports sociaux, les luttes qui vont de pair dans une société donnée, sont intimement liés au mode de production et aux rapports d'exploitation qui en découlent. À l'échelle historique, les luttes politiques entre classes sociales sont le reflet des mutations dans les modes de production, et ce sont en même temps ces luttes, victorieuses ou non, qui parachèvent ces mêmes mutations. Alors, si vous étiez là au dernier topo, vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé des rapports d'exploitation entre la bourgeoisie et le prolétariat via le salariat. Mais donc, il y a une nécessité quand même de revenir sur la constitution de la bourgeoisie comme classe sociale progressiste dans un premier temps, sur le développement du capitalisme commercial jusqu'à l'avènement du capitalisme industriel, et sur les contradictions qui apparaissent en même temps, pour comprendre au final comment la classe ouvrière est la seule classe capable de mettre définitivement fin à la barbarie de ce système. Alors, là d'ailleurs, remercier d'ailleurs Olivier pour le topo, sinon, parce que moi j'ai fait un truc il y a 40 minutes, c'était horrible, donc voilà, les images sont de bonne qualité grâce à lui. Et donc ici vous voyez en fait c'est les bourgeois de Calais qui en gros pendant la guerre de 100 ans, en fait ont offert ont été un peu humiliés par le roi d'Angleterre et ont amené les clés de la ville donc, au roi, un peu en échange de la vie des habitants. Et d'ailleurs c'est Rodin qui a fait en gros cette sculpture, et on s'est fait la réflexion tout à l'heure que c'est marrant à cette époque-là, donc au 19e, au moment où la bourgeoisie apparaît vraiment comme classe sociale dominante, qu'elle se met elle-même en scène comme un peu la sauveuse de la plupart des gens à un endroit donné. Mais du coup, l'avènement de la bourgeoisie et du système d'exploitation capitaliste est une affaire de plusieurs siècles, vous vous en doutez, qui pourrait d'ailleurs même nous faire remonter jusqu'à l'Empire romain. Alors rassurez-vous, on ne va pas aller jusque-là. Mais pour commencer, le féodalisme est un mode de production qui est quand même propre à l'Europe occidentale et qui se développe autour de l'an 1000. Donc j'ai dit unique en son genre, très à la marge, ne pouvant être comparé à d'autres modes de production de la même époque dans d'autres sociétés sur le globe. Oui, mais en même temps, le féodalisme est quand même, un mode de production qui aura vu naître en son sein le mode de production capitaliste qui finira par s'imposer à l'échelle de la planète entière. Alors sur les différences aussi entre sur un peu la place des autres modes de production à la même époque, je vous renvoie à un topo qui sera bientôt en ligne, je l'espère, sur les modes de production asiatiques et où un peu toute cette question cette différence entre féodalisme, mode de production asiatique, etc. est développée. Oui, d'ailleurs, le féodalisme se développe en fait aussi donc, aux marges de l'ancien empire romain. Dans l'empire romain en tant que tel, l'esclavage était le fondement économique. Et quand on parle d'esclavage, c'est vraiment au sens du mode de production où une minorité de maîtres possédait à vie des esclaves et qui faisaient fortune en faisant le commerce. Les esclaves, les mulottis à l'époque, se retrouvaient médecins, dans l'administration, etc. Et les pires conditions étaient réservées pour ceux qui travaillaient dans les mines, qui entretenaient les espaces publics, etc. Mais ce mode de production-là, qui était l'esclavage, ne permettait pas une création énorme de richesses, car les maîtres devaient fournir tout pour que leurs esclaves vivent, et donc ils ne pouvaient pas amasser une quantité énorme de richesses uniquement via la production. D'ailleurs, d'où le fait que la prospérité des patriciens romains reposait avant tout sur les conquêtes et la rapine, quoi. C'est un peu aussi pour ça que l'Empire romain était constamment obligé de s'étendre, parce qu'il y avait besoin de richesses.
Mais donc, bon, on passe un petit peu sur ce qui se passe avec la fin de l'Empire romain, le fait qu'il y ait des empires des empires barbares un peu qui se mettent en place, etc. Mais tout ça pour dire qu'avec le VIe siècle, il y a quand même un déclin de ces empires-là. Et ce qui fait que la structure économique centrale devient le château ou le fief, c'est de là que vient le mot féodalisme d'ailleurs, avec un seigneur et enfin plus généralement une minorité aristocratique qui domine des familles paysannes, les serfs. Ces derniers exploitent la terre, ils donnent un surplus aux seigneurs du domaine auquel ils sont rattachés. La production de marchandises dans ce système-là, donc entre les Xe et XVIe siècles environ, la production est encore majoritairement domestique, artisanale, et repose en fait sur la propriété privée des moyens de production par les producteurs eux-mêmes, c'est-à-dire en fait les paysans. Donc on voit bien que c'est une production qui n'est absolument pas socialisée comme on l'entend aujourd'hui, mais il y a déjà un échange de marchandises. Alors ça, si vous vous souvenez, c'est aussi le sens de la formule MAM, qu'on avait vu la dernière fois. Et donc ce mode de production-là est le fondement économique de l'aristocratie féodale, qui d'ailleurs, au passage, s'est souvent arrogé la propriété des terres de manière violente. Mais comme déjà dit, on constate que les échanges de marchandises s'effectuent déjà à une grande échelle. Et les marchands de tout continent, surtout en Europe occidentale donc, les premiers capitalistes jouent un rôle central. Au cours des Xe et XIIIe siècles, on constate en fait le développement de villes autonomes, indépendantes des pouvoirs féodaux, en fait, où vous avez donc les bourgeois. Le bourgeois, en fait, c'est celui qui habite le bourg, donc la ville, qui, en fait, quelque part, essaie de négocier aussi leur indépendance, leur autonomie vis-à-vis des seigneurs, parce que voilà, ça profite aussi aux seigneurs qui, du coup, peuvent, eux, plus se concentrer, on va dire, sur leur domaine propre. Mais d'ailleurs, le développement des villes et, en fait, aussi de la bourgeoisie initiale est concomitante en un certain sens. Les premières villes habitées le sont par des serfs affranchis ou des fuyards, et en même temps, les villes se développent autour de nœuds commerciaux préexistants, généralement autour de comptoirs, c'est-à-dire ce qui implique des marchands qui y sont déjà installés. Ces marchands, donc les premiers capitalistes, se font l'intermédiaire entre la production domestique, ainsi que le surplus agricole des campagnes, et les villes. Donc. Et donc, oui, quand je disais aussi que les bourgeois au début négociaient un petit peu leur autonomie, leur indépendance politique vis-à-vis des seigneurs féodaux, ça on le remarque, on le voit aussi avec tout le fait du développement des chartes communales notamment, qui on va dire légifèrent et mettent en place une administration propre, donc avec notamment des baillis, des échevins, pas très important de savoir à quoi ça correspond, si ce n'est que ce sont en fait des rôles politiques très importants au sein des villes. Mais à côté de ça, autour du XIIIe siècle, on constate déjà une séparation nette entre différentes franges de la population des villes, justement. On a d'un côté les artisans producteurs de marchandises, et de l'autre les marchands, qui occupent généralement les plus hauts postes dans l'administration dont j'ai un peu parlé juste avant, et qui d'ailleurs tirent profit de cette situation. Toute l'histoire du Haut Moyen-Âge est quand même, l'histoire des villes en tout cas, est aussi parsemée d'histoires de soulèvements populaires, de nombreux exemples de soulèvements populaires, généralement qui viennent de la part des artisans et des artisans donc, réunis dans les corporations, contre la corruption et le pouvoir assez hégémonique et tyrannique même de l'administration centrale. Typiquement, alors au XIVe siècle, vous avez le fameux... là, je prends un peu des exemples comme ça, on pourra en parler plus dans la discussion si vous voulez, mais il y a une grande révolte des drapiers de Rouen, qu'on appelait les ongles bleus, parce qu'ils avaient cette encre qui teintait donc leurs doigts, etc., qui vraiment se soulève contre l'administration centrale. Et cette insurrection va mener à la destruction des murs de la ville. En gros, il y a une espèce d'accord qui est fait, où les murs de la ville, qui séparaient en fait, un peu le quartier administratif, etc., et les quartiers vraiment ouvriers, on va dire, donc, où se situait l'artisanat des draps, etc., et en fait purement et simplement rasé à la suite de ces soulèvements-là, mais un peu sous forme de compromis entre les deux forces. Sinon, vous avez aussi un exemple qui me parle le plus parce que je l'ai étudié, bref, mais c'est l'exemple aussi du soulèvement des bouchers à Lübeck en 1327, je crois, mais où pareil, ce sont en fait donc, les bouchers de la ville qui sont réunis en corporation et qui, pour une histoire de taxes sur les importations venant des campagnes, taxes qui étaient un peu qui étaient à l'avantage justement des marchands qui possédaient la plupart des
qui était un peu en force dans l'administration. Juste, ils se faisaient un bénéfice énorme sur ces taxes-là, et du coup, les bouchers se retrouvaient vraiment sans le pain, sans mauvais jeu de mots. Mais du coup, pareil, ça a été quelque chose de très violent. Il a même fallu en fait une alliance avec le seigneur de Brandebourg, qui a du coup envoyé des troupes pour aider la bourgeoisie marchande de Lübeck pour mater ce soulèvement-là. Bref. Mais donc, dans ces îlots que forment les villes à l'époque, on a donc l'avènement d'une couche précise de la bourgeoisie. Et cette domination des capitalistes marchands, puis progressivement aussi des banquiers, mais je ne vais pas vraiment en parler dans ce topo, se limite certes dans un premier temps aux villes, comme je l'ai dit, mais annonce en creux les bouleversements sociaux futurs, préfigurant ainsi le déclin du mode de production féodal et donc du pouvoir de l'aristocratie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dure sur le temps long, sur tout le Moyen-Âge et même au-delà. On retrouve quand même aussi des exemples de bourgeoisie marchande assez puissante pour mener une politique non seulement commune aux bourgeois marchands qui se reconnaissaient comme tels entre eux, mais surtout une politique indépendante des pouvoirs féodaux, que ce soit sur la question de la réglementation de la monnaie, c'est-à-dire de quelle ville, quel pouvoir avait le droit de frapper ses propres monnaies, sur la question de la réglementation des droits de douane, ou même dans la question la question de la guerre, quoi. Là, vous voyez une carte qui est dans ma chambre des villes. Oui, je l'ai prise en photo tout à l'heure aussi. Mais donc des villes, alors on ne le voit pas très bien, mais là, partout, il y a des petits blasons. Ce sont en fait les villes qui envoyaient des représentants au Conseil de la Ligue hanséatique. Et qu'est-ce que la Ligue hanséatique d'Europe du Nord ? C'est précisément une association politique de différentes villes où la bourgeoisie marchande était dominante, en fait. Donc cette ligue-là, c'est aussi dans un contexte où en fait, le pouvoir central dans l'espace qui est actuellement l'Allemagne, etc., c'était en fait un pouvoir centralisé, mais assez faible, qui avait peu de pouvoir aussi, même sur les seigneurs féodaux. Enfin, en gros, les différents seigneurs féodaux, que ce soit le margravat de Brandebourg, tout ça, bref, peu importe, ils élisaient un empereur, le Saint-Empereur romain, qui lui-même se plaçait dans la continuité de l'Empire romain et de Charlemagne. Mais bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse là. C'est juste pour dire que ça a permis aussi à ces villes-là, et notamment la bourgeoisie marchande dedans, de se structurer, de mener une politique indépendante et assez fructueuse quelque part, parce que pendant environ 2 siècles, elle est vraiment, présente même à l'esprit de beaucoup de pouvoirs, de beaucoup de monarchies aussi en Europe. Et même je crois que c'est au 1365, un truc comme ça, il y a une guerre qui est menée contre le royaume du Danemark sur des questions de droits de douane. Mais en gros, voilà, les villes de la Hanse, elles envoient, en fait, elles se disent entre elles, on va constituer une flotte commune qu'on va envoyer contre la flotte du Danemark. Et résultat, ils ont gagné, et puis ils ont gagné, ils ont vraiment obtenu des avantages énormes. Donc c'était vraiment c'était un peu pour en tout cas l'Allemagne, c'était vraiment un peu le phare de la bourgeoisie marchande à l'époque. Mais par contre, elle perd vraiment en vitesse à partir du XVe siècle, parce qu'en fait, le développement industriel de centres manufacturiers comme les Flandres notamment, c'est ce qui va nuire en fait au commerce. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais alors si vous en avez déjà entendu parler, c'est souvent sur le commerce, alors de l'ambre, de la cendre, de bois qui viennent aussi un peu de la Baltique, mais aussi des harengs qui viennent de Norvège, que le pouvoir de la bourgeoisie marchande hanséatique s'est un peu fondé. Mais il y a aussi une grande part du commerce terrestre qui leur était échu. Et sauf que ça, en fait, avec le déplacement un petit peu des centres de gravité industriels et marchands, et quelque part, ils perdent juste en intérêt à ça. Et ce qui permet du coup aussi à l'aristocratie germanique de remettre de resserrer les vis. Et vous avez beaucoup de villes allemandes à cette époque-là qui perdent aussi leurs droits communaux. Là, je pensais faire justement une petite comparaison aussi entre ce qui se passe en Allemagne, en France, parce qu'après, on va parler notamment de l'Angleterre, qui est la première nation capitaliste de l'histoire. Mais du coup, pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché pour la bourgeoisie naissante dans ces espaces-là. Et du coup, ensuite, je voulais un petit peu parler de ce qui se passe en France, alors très rapidement. Oui, là, vous avez donc les fameux drapiers à gauche,
enfin voilà, donc, une illustration de ce que c'est qu'un drapier, c'est pas très intéressant. Bref, en plus c'est pixelisé. Et là, vous avez donc Étienne Marcel, qui était le prévôt des marchands de Paris. Pour donner un peu de contexte, donc à cette époque-là, en France, c'est un contexte de crise très important pour la monarchie française. Il y a une guerre de succession entre l'Angleterre et la France, donc c'est ça en gros la guerre de 100 ans. Ce qui fait en fait que comme voilà, il y avait beaucoup de gens aussi, beaucoup de paysans qui étaient quand même appelés ensuite dans le banc des seigneurs et pour faire la guerre, il y avait un peu une crise agricole qui donc diminuait les revenus des domaines royaux, ce qui fait que la monarchie a un peu mis la pression sur les bourgeois des villes pour juste qu'ils payent plus. Et cette pression fiscale-là fait que notamment les bourgeois parisiens vont être très colères, alors même que ça fait quelques décennies qu'ils ont une place très importante dans l'administration aussi du commerce, mais aussi juste de la gestion de la ville. Et ça ne va pas leur plaire. Ce qui fait que le roi de France, à ce moment-là, est un peu obligé de convoquer les États généraux en 1356. Donc bref, je passe un peu sur les détails, mais il y a aussi un petit twist, c'est que le roi de France, à ce moment-là, se fait emprisonner, Jean de Lebon. C'est donc son fils, le dauphin de France, qui est censé monter sur le trône. Mais comme il y a un peu tout ce magma bouillonnant, toute la bourgeoisie parisienne, parce qu'à Paris, ça restait quand même le centre du pouvoir féodal français, eh ben, la bourgeoisie parisienne, en fait, elle pousse un peu pour avoir un droit de regard, non seulement sur l'administration, sur la fiscalité du royaume, mais aussi dans le conseil même du régent. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils vont pousser en 1356 et 1357, c'est le fait de pouvoir avoir des représentants de la bourgeoisie auprès du roi, alors que tous les anciens conseillers, c'était des seigneurs, etc. Mais donc voilà, le dauphin est un peu forcé parce que Étienne Marcel, justement, prend un peu la tête aussi de ce mouvement de contestation-là. Et en tant que j'ai dit qu'il était prévôt des marchands, et ça, en fait, c'est juste que c'était un peu celui qui avait un peu le dernier mot sur l'organisation générale de la ville, sur des trucs tout bêtes, mais genre de quelle porte on ouvre à quelle heure, de quelles marchandises vont aller à quel endroit, etc. Donc bref, je passe aussi plein d'autres petits twists, mais il y a une insurrection 1358, parce que, en gros, un autre prétendant au trône a signé un accord avec l'Angleterre qui partagerait le territoire royal entre la monarchie anglaise et la monarchie française, en théorie. Mais ça, donc, les bourgeois, ils sentent un peu que ils se sentent vraiment menacés par ça. Ce qui fait que Étienne Marcel, avec toute une troupe de bourgeois en armes, ils vont rentrer chez le dauphin, qui est tout à droite, là. Et en fait, celui que vous voyez mort sur le sol, c'est en fait un des 2 maréchaux de France qui vont être tués ce jour-là par la bourgeoisie. Ce qui fait que le dauphin est un peu obligé de reconnaître aussi le pouvoir d'Étienne Marcel et du coup de la bourgeoisie marchande. Mais ce qui se passe par la suite, c'est que juste la commune parisienne, parce que ce qui est marrant du coup, parce que nous aussi on parle beaucoup de la commune parisienne, mais de 1871. Et là, donc, eux-mêmes, les émeutiers se décrivaient comme les communards parisiens. Donc voilà, assez cocasse. Et juste, en fait, Étienne Marcel, qui maintenant détient le pouvoir à Paris, il sous-estime en gros aussi les autres seigneurs qui se réunissent aux alentours, qui arrivent à Paris, qui en gros mettent le siège. Et un peu dans cette situation-là, il y a un bourgeois marchand qui ensuite, en fait, passe à l'ennemi et qui va finir qui va mener Étienne Marcel dans un piège et il va se faire buter. Bref. On constate là, un peu avec ces 2 exemples là en France et en Allemagne, que la bourgeoisie marchande est quand même assez puissante pour envisager et même tenter de s'imposer face au roi de France. Donc elle envisage non seulement de le faire, mais elle le fait, sans toutefois chercher à remplacer la monarchie. C'est ça qui est quand même aussi un peu important. Et ça, mine de rien, c'est aussi parce que le mode de production féodale était encore dominant sur le reste du territoire. Et les prémices du capitalisme marchand n'apportaient pas de réelles assises économiques à la bourgeoisie sur l'ensemble du territoire pour vraiment pousser l'avantage beaucoup plus loin.
Oui, et ça, alors on pourra revenir un peu dessus dans la discussion si vous voulez, mais on constate donc bien, un peu avec ces exemples, que le mode de production féodal et les rapports sociaux en découlant s'accommodent quand même très bien de cette classe sociale qu'est la bourgeoisie, puisqu'elle ne constitue qu'un intermédiaire. Hein. C'est un agent secondaire dans la chaîne d'échange des marchandises. Mais l'inverse n'est pas tout à fait exact, et c'est un peu un euphémisme, parce que justement, comme je l'ai dit, la bourgeoisie marchande démontre quand même à plusieurs reprises ses velléités d'indépendance politique, et en parallèle, le mode de production sur lequel elle fonde son pouvoir va évoluer. Alors pas dans son fonctionnement naturel, que dans la manière dont celui-ci va apparaître et se développer. Là où le capital commercial était son fondement premier, le développement des forces productives va permettre au capitalisme de transformer radicalement les rapports sociaux existants. Et c'est là qu'on en arrive à la question de l'accumulation primitive du capital. Alors, selon les traductions, on parle aussi de soi-disant accumulation initiale du capital. On pourra en discuter après si vous voulez, bref. Mais donc, le développement de la bourgeoisie marchande, la manière dont elle cherche à se faire du profit, se cristallise donc dans la formule de circulation et de croissance du capital de Marx, qu'on a vu aussi la dernière fois, qui est donc AMA'. C'est-à-dire, voilà, un capitaliste, pour se faire plus de capital, en fait, il va d'abord acheter des marchandises pour ensuite avoir un peu l'espoir de les revendre, de les revendre et du coup de retrouver un capital grossi. Mais donc, cette formule suppose deux choses. D'abord, une quantité de marchandises à acheter au préalable et un capital de départ à engager dans la transaction. Et c'est autour de ces deux axes-là que va se cristalliser la question de l'accumulation primitive du capital. Comme dit, le mode de production féodal, artisanal, où la paysannerie était majoritaire et où elle possédait aussi ses propres moyens de production, ne permettait pas la création d'une grande quantité de marchandises. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de constitution d'un capital pouvant circuler de façon exponentielle. Et donc, en fait, historiquement, il manquait à la bourgeoisie le contrôle, et donc même la propriété des moyens de production, mais surtout une grande quantité de travailleurs libres de vendre leur force de travail, et uniquement libres de cela. Mais avant de passer un petit peu à ça, je voulais juste dire que je vais un peu revenir aussi sur le fait qu'au temps du capitalisme commercial, c'est-à-dire quand la bourgeoisie marchande prospérait avant tout grâce à l'achat et à la vente de marchandises produites donc par surtout la paysannerie. Pardon, oui. Le phénomène d'accumulation était tout aussi violent. Hein. Marx d'ailleurs notait à ce sujet qu'à l'aurore du capitalisme, c'est la suprématie commerciale qui assurait la prospérité de la production des biens. Si vous prenez par exemple l'empire colonial espagnol, et puis si vous avez en tête aussi un peu la division du monde avec je ne sais plus comment ça s'appelle, mais cette carte où en gros, voilà, le traité de Tordesillas, merci, où en gros la monarchie espagnole et la monarchie portugaise se partagent en fait les nouvelles terres découvertes. On remarque sur ces terres-là une expropriation très violente des terres, alors, notamment en Amérique du Sud, une mise sous tutelle tout aussi violente des empires sud-américains, et du coup on voit aussi que c'est une époque où il y a un afflux énorme d'or qui arrive en Europe. Un peu plus tard même, si on prend aussi l'empire colonial de la Hollande, qui lui était qui était un peu plus aussi, qui se concentrait surtout sur les îles du Pacifique. Enfin, les îles du Pacifique, vous voyez un peu les Philippines, Manille, toute cette région-là, quoi. C'est un peu les mêmes choses. Et ça, c'est plus au début du XVIIe siècle. Mais il y a un peu une histoire marquante de cette histoire-là. Enfin, bref, il y a une histoire marquante où, en fait, ils arrivent sur une île avec où en fait, en gros, il y a une production de clous de girofle qui était une épice très prisée à cette époque en Europe. Et pour faire grimper les prix et en fait, pour justement éviter à toute concurrence, ils vont brûler des tonnes et des tonnes de champs de culture de façon tout à fait anarchique, totalement contradictoire avec ce qu'ils voulaient faire de base. Mais tout ça pour dire que la question de l'accumulation primitive est avant tout une affaire de vol, de rapine, quoi. Et comme je l'ai dit, on constate paradoxalement que ce ne sont pas ces nations-là, aussi vastes leur empire colonial fut-il, qui se sont trouvées être les premières nations capitalistes. Et par cette appellation, on entend les nations où le mode de production où le mode de production reposant sur l'exploitation du salariat a pu prendre son plein essor. Car comme je l'ai dit, le plein développement du capitalisme, bien qu'il nécessite un capital initial important pour justement cet achat de marchandises,
ne pouvait reposer que sur la base d'une masse énorme de producteurs libres de vendre leur force de travail. Là encore, si on se souvient de ce qu'on avait discuté un peu dans le topo précédent, ce qui confère la valeur à une marchandise, c'est avant tout la force de travail cristallisée dedans, et la valeur de cette force de travail, qui donc correspond au temps de travail socialement nécessaire à la reproduction de cette force de travail, se cristallise dedans, quoi. Et donc, pour que le capital grossisse, il faut une masse énorme de force de travail qui puisse créer des marchandises, etc., susceptibles d'être vendues sur un marché. Tout ça, on commence à connaître. Et donc, ce qui est fondamental pour comprendre aussi l'accumulation primitive, c'est le fait que ce n'est pas en premier lieu un accaparement des richesses, mais surtout la création d'un prolétariat. Et ce qui va donc se jouer à partir du XVIIe siècle en Europe occidentale, et en premier lieu en Angleterre, c'est une expropriation massive, violente et soutenue par l'État de la paysannerie, ainsi qu'un accaparement des terres agricoles par l'aristocratie. Et donc les deux classes, main dans la main, très gentiment et joyeusement, vont accumuler non seulement un capital conséquent par le vol pur et simple, mais jeter donc une part immense de l'ancienne paysannerie anglaise dans les rues et directement ensuite dans le prolétariat. Mais du coup, un petit point, peut-être un peu plus long aussi sur un peu l'Angleterre dans ces siècles-là, pour un peu aussi comprendre comment on en arrive au développement au développement complet du capitalisme industriel avant tout en Angleterre. Commençons par dire, non, pas tout de suite. Commençons par dire que en fait, la bourgeoisie anglaise est organisée d'abord politiquement autour du Parlement, qui historiquement était devenu un peu le contrepoids à la royauté et la noblesse anglaise. Et donc cette bourgeoisie prend progressivement la mesure de son poids politique réel, jusqu'à venir directement concurrencer l'hégémonie de la noblesse. Et donc ce Parlement, qui date lui du XIIIe siècle, devient en fait au fil des siècles la forme trouvée de la bourgeoisie anglaise des villes pour prendre le pouvoir d'État. En gros, les représentants qui étaient envoyés dans ce Parlement, sachant qu'il y a aussi dès le XIVe une séparation de ce Parlement en deux chambres, la fameuse House of Commons et la House of Lords, je ne sais plus, mais bon. Bref, donc merci Philippe. Mais donc en fait, dans la House of Commons, donc littéralement la chambre des communes, vous aviez des représentants bourgeois élus donc par les communes, qui étaient envoyés et qui donc défendaient leur politique face à la noblesse anglaise. Et pareil, on ne va pas forcément rediscuter de toutes les luttes dynastiques, etc., et de tout le magma que représentent aussi les luttes sociales à ce moment-là. Mais au milieu des luttes dynastiques entre familles royales, des représentants de la bourgeoisie vont quand même tenter, dans la première moitié du XVIIe siècle, de s'imposer. Alors là, on pense pas forcément tout de suite à lui, mais on va penser tout de suite à lui. On va parler d'Oliver Cromwell, qui était donc un riche fermier ayant hérité de la fortune familiale, qui a fait une grande carrière militaire, qui va tenter d'imposer une république bourgeoise à partir de 1649. Insurrection et même révolution qui va conduire d'ailleurs à la décapitation du roi Charles Ier. Donc Louis XVI n'était pas le premier. Mais les velléités d'indépendance les velléités d'indépendance politique de la bourgeoisie seront finalement contrecarrées et la monarchie sera réinstaurée en 1658. Par contre, les rivalités entre les deux pouvoirs politiques est toujours forte, et ce même jusqu'en 1688-89, où il y a une guerre civile, où on a d'un côté la noblesse en soutien à Jacques II Stuart, qui est catholique, et de l'autre Guillaume III d'Orange, protestant, qui est lui soutenu par le Parlement. Et un peu l'issue de toute cette guerre civile, c'est la signature de la Bill of Rights, où on a en gros une coexistence de la monarchie et du Parlement, qui était déjà présente avant, hein, mais le poids politique du Parlement est renforcé. C'est-à-dire que le Parlement gagne vraiment le rôle de législateur. Et ça, c'est très important, justement. Et d'ailleurs, même avec Guillaume III, Marx parle de l'arrivée au pouvoir des, je cite, faiseurs de plus fonciers et des capitalistes, et surtout du pillage des terres de l'État par ces derniers. Alors, petit point un petit peu sur la paysannerie anglaise avant le XVIIIe siècle, pour un peu aussi comprendre d'où vient justement ce prolétariat-là qu'on va retrouver ensuite dans les manufactures et dans les usines. Donc avant le XVIIIe siècle,
il y a quand même aussi une expropriation des terres conduite violemment par la noblesse anglaise. Et à cette époque-là, la paysannerie anglaise est en gros découpée en deux grandes familles, deux grands camps. Vous avez la yeomanry, qui est en fait la paysannerie anglaise libre, organisée autour donc en fait, voilà, des droits communaux, c'est-à-dire qu'en gros, juste les paysans possédaient la terre, en avaient l'usufruit complet. Et ça, c'était un peu aussi ça au cours des 10e et 11e siècles, il y a toute une période de législation qui se met un peu en place partout en Europe pour un peu dire, qui c'est qui ont été les premiers, c'est nous qu'on est les premiers à voir ça. Bon bref, un peu dans toute cette continuité-là. Et de l'autre, vous avez un peu aussi, vous avez donc en fait juste les serfs qui eux sont donc quand même affiliés à une terre détenue par un seigneur, qui donc comme je l'ai dit au départ, ils reçoivent une partie, ils reçoivent des semences, du bétail de la part du seigneur. Et en gros, le produit qui sort de cette exploitation des terres est en gros partagé entre justement les paysans, les serfs et le seigneur en fonction d'un contrat un peu tacite. Mais à la fin du XVe siècle et dans les premières décennies du XVIe, on a une transformation des terres agricoles en pacage à moutons. Et ça, c'est ce qu'on appelle les enclosures. En gros, on va avoir des... en gros, ces enclosures-là, c'est le fait que justement ces terres possédées par les paysans libres, les yeomen, vont en gros être parcellisées et puis ce au bénéfice donc, alors soit justement des proto-fermiers capitalistes ou des seigneurs féodaux. Il y a d'ailleurs des législations de la royauté contre ce phénomène d'enclosure et surtout de vol visible des terres, mais l'expropriation est menée malgré tout. Typiquement, sur la question de ces législations, en 1489, on a l'interdiction des destructions de maisons auxquelles attenaient 20 acres, qui étaient vraiment autour de ces maisons. Et pour vous donner une idée, 20 acres, c'est globalement 80 000 mètres carrés, sachant qu'un stade de foot représente 7 000 mètres carrés. Donc ça vous donne un peu une idée de l'ampleur aussi des expropriations si les législations essaient un peu de légiférer sur ce phénomène-là. En 1533, on a un décret qui dénonce les propriétaires privés possédant plus de 24 000 moutons. Parce qu'un peu aussi oui, mais tu rigoles, Geneviève, mais justement, ce qui se passe avec ces enclosures, c'est que, ça j'en parle un petit peu après, mais au lieu du coup de continuer au lieu de continuer à ce que ces terres soient exploitées par des paysans, en fait, ils vont juste mettre des troupeaux de moutons qui en fait ont besoin de beaucoup moins de paysans pour être surveillés, et du coup, c'est beaucoup plus de revenus aussi pour ensuite les propriétaires fonciers. On était déjà avec ces bêtises. Oui, d'ailleurs, la législation de 1533, elle fixe le montant maximum de moutons par propriétaire à 2000 moutons. Voilà. Et en 1638, on a une commission royale qui est fondée, qui est chargée d'appliquer les décrets des décennies des siècles précédents. Donc pour vous dire à quel point en fait la législation et le pouvoir royal étaient complètement à la ramasse vis-à-vis de cette expropriation-là. Et le pendant aussi de cette expropriation violente, c'est le fait que des milliers, voire des centaines de milliers de familles se sont retrouvées sur les routes au cours des décennies. Et j'en parle un petit peu après, mais en gros, voilà, donc c'est ce phénomène-là, le fait qu'il y ait des vagabonds un peu sans terre, sans travail, ça a posé des problèmes à la législation des monarques. Par contre, ça va être vraiment du pain béni pour les futurs capitalistes industriels qui vont en fait voir là un peu les premiers prolétaires qui pourront vraiment, comme ils n'ont rien d'autre à faire que de vendre leur force de travail, et c'est là où c'est important, ils prennent un peu n'importe quel travail, aussi difficile et aussi horrible soit-il. Autre phénomène aussi quand même important pour aussi voir le degré, la destruction qu'engendre aussi le mode de production capitaliste, c'est qu'avec la réforme protestante au XVIe siècle, il y a vraiment un pillage accéléré des biens fonciers de l'Église, et ce qui en fait conduit les habitants sur ces terres monacales à se retrouver sur les chemins, quoi.
Ce qui fait qu'en fait, avec ça, on a la destruction des derniers rapports de propriétaires foncières issus d'ailleurs de l'Antiquité. Et pour vous donner un petit peu une idée aussi sur la question aussi des enclosures et à quel point la transformation est énorme, au XVe siècle, on a pour une acre de pâturage jusqu'à 4 acres de terre agricole, et au XVIe, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques décennies, le rapport de force au profit des propriétaires fonciers et des fermiers capitalistes a été complètement, a été énorme, quoi. Comme je l'ai dit aussi, il y a des législations qui sont mises en place pour essayer un petit peu d'apporter de l'aide à ces vagabonds. Hein. C'est des législations dites de charité aux vagabonds. Mais encore, là-dessus, c'est assez hypocrite parce que, bon, en 1530, seuls les invalides ont droit à une licence de mendicité, là où les vagabonds valides sont envoyés juste en prison, purement et simplement. Mais malgré ça, donc, comme je l'ai dit, le phénomène ne pouvait pas être endigué. Et d'ailleurs, donc, oui, le mode de production capitaliste détruisait toute forme de production antérieure, et les épisodes de lutte sociale entre bourgeoisie, paysannerie libre et aristocratie au cours du XVIIe siècle sont le reflet de cette mue. Et au final, les organes politiques tenus par la noblesse, donc la cour royale et la bourgeoisie, le Parlement, se côtoient, même si l'initiative reste du côté de la bourgeoisie. Et encore une fois, malgré la tentative ratée d'indépendance politique. Hein, ça, c'est la glorieuse révolution de 1688, etc. Et quelque part, ces remous permettent aussi de mesurer à quel point le mode de production capitaliste était en train de supplanter le féodalisme. Et à partir de cette période, Marx constate que les mesures prises par le Parlement favorisent systématiquement l'assise économique de la bourgeoisie et pavent complètement la voie au capitalisme industriel. À partir du XVIIIe siècle, en gros, on a purement et simplement des législations qui encadrent le vol des terres par les propriétaires fonciers, quoi. Typiquement, vous avez l'exemple des Bills for Enclosures of Commons, ou plus simplement loi sur le clôturage des terres communales, qui sont en fait des décrets d'appropriation purs et simples par les représentants politiques des propriétaires fonciers des terres exploitées par les paysans libres, donc les yeomen. On a également les législations des Clearing of the State, les éclaircissages des biens-fonds, où, en gros, cette fois-ci, maintenant que la paysannerie indépendante a été chassée un petit peu aussi de ces terres, eh ben, il y a quand même encore, les métayers vivant sur les terres des seigneurs qui forment une cible de choix. Donc, typiquement, alors cette fois-ci, c'est au XIXe siècle, mais c'est un phénomène en fait qui se fait sur un peu des décennies, etc. Mais au XIXe siècle, donc, on a la duchesse de Sutherland, qui elle est en Écosse, qui entre 1814 et 1820 fait détruire systématiquement tous les villages sur ces terres et en gros chasse les 15 000 habitants de ces terres pour les remplacer par 131 000 moutons. Parce que oui, donc, encore une fois, la laine était une matière première importante pour les capitalistes manufacturiers et qui rapportait donc beaucoup plus aux propriétés foncières. Et donc, en parallèle, Marx note que le développement des grandes fermes fonctionnant sur le mode capitaliste et qui, elles, ne font que s'accroître avec les différentes législations déjà citées. Ce qui fait que de plus en plus de petits fermiers sont aussi rejetés dans le prolétariat. En gros, jusqu'au XIVe siècle, la paysannerie libre, comme je le disais, était propriétaire de la terre par droit communal et côtoyait donc les serfs, les métayers en fait, hein, donc qui recevaient du propriétaire foncier en partie donc des semences, du bétail, etc. Ça j'ai déjà dit, et qui ensuite divisaient le surplus en fonction de ce fameux contrat tacite entre le seigneur et le paysan. Là où le métayage s'est poursuivi en Europe pendant quand même encore un paquet de décennies, en Angleterre, l'accaparement des terres transforme justement ces métayers en tenants at will, donc des fermiers sous contrat annuel, qui sont complètement à la merci des propriétaires fonciers. Ces derniers d'ailleurs se mettent non plus à quémander une redevance en nature, comme c'était le cas pour le métayage, mais en argent, donc en argent sonnant et trébuchant, ce qui conduit donc les petits fermiers à devoir vendre leur production sur un marché. Mais encore une fois, avec le monopole des grandes fermes à côté de ça, couplé donc aussi à une dépréciation de la monnaie au XVIIIe siècle, qui en fait engendre une baisse réelle des salaires, ces petits fermiers se retrouvent à leur tour prolétarisés et obligés de vendre leur force de travail pour survivre. Et donc maintenant,
passons à la partie, aux prémices vraiment de ce capitalisme industriel. On l'a vu, le processus de l'accumulation primitive était essentiel à la bourgeoisie pour amener à son plein développement le capitalisme. Il a permis aux capitalistes d'avoir les moyens d'acheter des marchandises, notamment la force de travail, qui devient donc à son tour marchandise, dont le prix se cristallise dans le salaire. Mais ces derniers ne devaient pas s'en arrêter là. Via toute une série d'innovations techniques, de processus de centralisation de la production et des forces productives, les capitalistes ont répondu à la question qui les taraude à chaque instant, comment faire plus de plus-value. On a vu que, encore une fois au dernier topo, la plus-value se distingue de deux manières. Elle peut s'envisager sous deux angles. La plus-value absolue et la plus-value relative. On avait vu aussi qu'il était, au bout d'un moment, impossible que la plus-value absolue engendre plus de capital, parce que voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée, etc. Et que le seul moyen était de pousser la plus-value relative à l'extrême, ce qui passe donc par une productivité toujours plus grande pour faire baisser les salaires. C'est pour ça un petit peu aussi qu'on va revenir sur les différents stades de développement du capitalisme que sont la coopération et la manufacture. Alors je m'arrête à dessein avant la question de la grande industrie, par choix personnel. Non, mais juste aussi parce que la question des manufactures est quand même aussi un peu... la question des manufactures est parallèle à l'accumulation primitive et à l'expropriation des paysans en Angleterre à ce moment-là. Donc c'est un peu des choses qui se passent en même temps, parce qu'elles sont évidemment intimement liées. Alors, qu'est-ce que du coup que la coopération? En fait, c'est la mise dans un même lieu de travailleurs artisans qui donc possèdent toujours leurs moyens de production, et ce pour plein d'avantages. La force collective est décuplée, et d'ailleurs elle n'est pas rémunérée comme telle, parce qu'on rémunère toujours le produit du travail de façon individuelle. Et pourquoi elle est décuplée, cette force collective? Parce que tous les travailleurs sont capables d'agir plus rapidement et plus efficacement ensemble. Il y a un exemple, alors je conseille aussi l'abrégé du Capital de Carlo Cafiero qui donne un très bon aperçu de ce développement-là. Après voilà, les chapitres du Capital sont tout aussi importants bien sûr. Mais en gros, il raconte que déplacer une poutre est plus simple et plus rapide à plusieurs. Alors ça paraît tout bête comme ça, mais ça permet en fait des gains de productivité énormes. C'est aussi une économie des moyens de travail, parce qu'il du coup, il n'y a qu'un seul endroit à chauffer. Il y a combinaison des forces, etc., comme je l'ai dit avec la poutre. Enfin bref. Ça amène aussi une division du travail et une économie des moyens telle que le capitaliste peut mettre en place une division sociale des tâches dans la production. Et cet état de fait, le fait qu'il y ait donc une division sociale des tâches dans la production, conduit progressivement à une spécialisation et en réalité à un abrutissement des ouvriers dans une seule tâche, et qui annonce déjà en creux l'apparition des manufactures. Au lieu d'avoir plusieurs petites chaînes de production à la suite, donc une par travailleur et par moyen de production, avec toujours un battement entre chaque marchandise produite, maintenant ce sera une seule chaîne de production sélectionnée en plein d'étapes, avec pour chaque étape un travailleur à la tâche, ce qui fait que la chaîne peut sortir des marchandises un peu en continu, et donc augmenter la réalisation de la valeur d'échange de ces marchandises, une fois qu'elles seront vendues. Et encore une fois, cela, c'est déjà un grand développement de la force productive sociale au seul avantage du capitaliste individuel. Et tout ceci, cela va sans dire, se fait au détriment des conditions de vie du travailleur, qui commence déjà à n'être plus tout à fait libre vendeur de sa force de travail. Et par rapport à ça, en Angleterre, on a aussi une série de législations sur les salaires avant l'époque manufacturière, qui permettent justement un peu de façon artificielle, et donc avec le concours de l'État, de faire baisser les salaires. En 1547, il y a une législation qui passe et qui stipule que toute personne refusant de travailler sera donnée en esclave à la personne qui l'a dénoncée. Vous voyez bien aussi où ça peut devenir compliqué. D'ailleurs, s'il y a tentative de fuite, l'esclave, j'ai fourché, mais en gros, le prisonnier devient esclave à vie, ce qui fait que le maître peut en faire un peu ce qui lui paraît bon. En 1572, il y a une législation qui passe sur le fait que les mendiants de plus de 14 ans, si personne ne les prend comme travailleurs forcés pendant 2 ans, parce que c'est ça, en gros, la législation disait d'abord, si vous vagabondez, lié aussi à la législation précédente, mais voilà, si personne ne vous prend comme travailleur pendant 2 ans, vous êtes châtié une première fois, puis une deuxième fois, et si vous êtes repris une troisième fois, vous êtes purement et simplement exécuté. Et il y a tout un raisonnement de Marx aussi dans le Capital qui raconte à quel point cette législation, mais atroce, en fait, conditionne quelque part le prolétariat naissant à accepter en fait sa condition terrible, quoi. Et
maintenant, sur la manufacture, avec la spécialisation donc dans les tâches et la division sociale accrue de la production, toujours sous un même toit, arrive la séparation définitive des tâches et l'unification des processus de production. Un seul travailleur est désormais chargé de faire une seule et même tâche, celle-ci devenant toujours plus répétitive et abrutissante. Ainsi, sous l'ère de la manufacture, la production d'une seule épingle, voilà, là en gros vous avez un exemple donné par Adam Smith sur la production d'une épingle, et ben cette production d'une seule épingle est divisée en plus de 20 opérations, où un travailleur est spécialisé dans chacune, alors qu'auparavant, une seule personne, donc l'épinglier, qui est donc un métier en fait, qui a disparu parce que était capable de réaliser ça. Et tout ceci a encore et toujours la même conséquence, optimiser l'emploi de la force de travail pour produire plus de marchandises. Pardon, je suis un peu perdu dans mes notes. Mais oui, ce qui est pire encore pour le travailleur à ce stade-là, c'est que sa force de travail individuelle n'existe qu'à condition d'être vendue. C'est-à-dire que par rapport au producteur dans la formule M à M, le travailleur a vu sa condition sociale empirer, notamment du fait que pour vivre, il est obligé de mettre sa force de travail au service du capitaliste, car sa production individuelle, si elle restait isolée, mettrait beaucoup plus de temps à produire une seule marchandise que ce qui est possible avec la manufacture. Et donc, cette marchandise-là, comme elle cristallise plus de temps de travail, sera beaucoup plus chère et elle ne sera absolument pas achetée, quoi. Le travailleur de la manufacture perd donc son indépendance parce qu'il ne sait rien faire d'autre et plus exactement, il serait incapable de vendre ailleurs sa force de travail car il perd de vue aussi le processus de production entier pour une marchandise donnée. Et pourtant, tout ceci ne satisfait toujours pas le capitaliste. Car même avec la manufacture, les moyens de production sont mis en marche par un travailleur, et donc lorsque celui-ci n'est plus en train de fournir un surtravail, alors rien ne sort du bâtiment. En clair, à chaque instant où les moyens de production sont à l'arrêt, à chaque fois qu'un travailleur rentre chez lui épuisé, parfois même blessé, le capitaliste ne se fait aucune plus-value, et donc son capital stagne. Et notons ici une nouvelle distinction importante qui sera un peu le dernier point avant la conclusion. Mais quand le capitaliste considère son entreprise, il la divise en fait inconsciemment en capital constant, donc ce qui recoupe les bâtiments, les matières premières, les machines, etc. Et en capital variable, donc le salaire des travailleurs. Et c'est seulement le capital variable qui peut faire grossir la plus-value, car il est le capital qui ira dans le bras du travailleur, bras qui à son tour, s'agitant une journée entière, produira plus de marchandises qu'il ne lui en faut pour reproduire ses forces sociales. Et donc marchandises qui contiennent en elles la plus-value qui fera encore grandir le capital, et ainsi la boucle est bouclée. Et voilà. Et donc, pardon, c'est un peu abrupt, mais on arrive à la conclusion après bientôt 3/4 d'heure. Et donc les prémices sociales des révolutions bourgeoises, qu'on verra d'ailleurs dans de prochains topos, et bien ces prémices-là étaient posées. Les futurs capitalistes industriels avaient à leur disposition des masses prêtes à n'importe quel salaire pour survivre, mais également la propriété privée des moyens de production. Pourtant, le potentiel révolutionnaire de la bourgeoisie est bien moindre que ne l'est celui du mode de production en tant que tel. En effet, on a vu que pour qu'il y ait accumulation du capital, il fallait compter certes sur une expropriation violente de la paysannerie, mais également sur le regroupement et la concentration des forces productives. La principale contradiction du capitalisme est que pour qu'une minorité continue à accumuler du capital, elle doit à la fois pressurer les salaires des forces productives, mais aussi pousser à ce que la production devienne entièrement sociale. Et c'est là-dessus que nous, en tant que communistes révolutionnaires et en tant que marxistes, c'est là-dessus que nous fondons le caractère révolutionnaire de la classe ouvrière. En tant que classe productrice, et avec une production de biens plus sociale que jamais peut-être, elle se pose historiquement comme la classe qui pourra renverser les rapports de domination. Alors on entend souvent que le communisme n'a pas marché, vous savez, parce que l'URSS se serait effondrée, et que le retour au capitalisme en Russie, c'est une preuve suffisante pour disqualifier le communisme comme modèle de société débarrassé des rapports d'exploitation. Mais bon, tout comme le projet politique de la bourgeoisie, qui est de prendre la tête de l'État, tout comme ce projet politique-là a nécessité plusieurs siècles et plusieurs révolutions infructueuses pour y arriver, la révolution prolétarienne n'est pas affaire d'une seule décennie. Mieux, c'est précisément parce qu'il y a pu y avoir un jour dans l'histoire une révolution menée par la classe ouvrière, la Russie en 1917, qui a été victorieuse, qu'on peut affirmer que le communisme est appelé à se réaliser.
Rappelons encore que le mode de production capitaliste, anarchique et contradictoire, est précisément celui qui a amené sur la scène de l'histoire le mode de production socialiste. Avec le développement énorme des forces productives et la production éminemment sociale des biens aujourd'hui, la bourgeoisie est devenue historiquement obsolète. Et voilà, désolé de le dire, mais voilà, les bourgeois ne servent plus à rien. Parce que oui, pourquoi une minorité accaparerait-elle, c'est dur à dire, encore à son seul avantage ce qui est produit par la majorité, qui n'en reçoit qu'une petite partie. Et donc la question finale est donc de savoir comment faire admirer... Enfin, oui, la question finale, je reprends, pour un peu l'effet dramatique, parce que c'est ma dernière phrase. Mais la question finale est de savoir comment faire advenir ce changement qualitatif qu'on appelle communément une révolution, car la classe ouvrière n'a historiquement pu remplir son rôle qu'à travers un outil taillé pour et par elle-même, et ça, c'est un parti révolutionnaire. Et donc ça, c'est toute la question qu'on pose en tant que communiste révolutionnaire à vous.